Et notre invité aujourd'hui, c'est Az, humoriste, passé par le Jamel Comedy Club et le Paname Café notamment, entre autres. Az, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Je suis venu il n'y a pas longtemps en plus, mais c'était beaucoup plus tôt. Ok. C'était 6h du matin. Ah, la matinale. Ouais, il y a d'autres visages. Hein. Il y a d'autres. Tout ça, vous êtes bien réveillés. Nous, on a dormi, nous. Ah, nous, on ouais. a dormi. Nous, la journée commence à 13h, donc ça va, ça va. Merci d'être avec nous. On va parler stand-up, cinéma et musique ensemble. Musique notamment parce que tu t'es en partie fait connaître grâce à quelques parodies d'artistes comme Eus l'Enfoiré, Aya, Sosomanes, Weshden bien sûr, et des parodies de rappeurs dépressifs. On va en écouter un petit extrait. Ce matin je me réveille, ma mère est morte, mon père n'est plus là. Il est handicapé, il travaille au marché de Rungis, il fume du shit. Pourquoi je suis parti en prison? Qui m'a violé? Tout le monde m'a violé, j'ai plus d'argent, il me reste plus de bras, je sais plus quoi faire. Dans la vie je suis une grosse merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en prison, je suis enfermé. Tout le monde me dit que je suis un fils de pute, je comprends pas. Je suis trop triste dans ma vie, ils ont violé ma tante en 2002, je m'en rappelle. Meskina, elle avait rien demandé. Meskina, pourquoi ils ont fait ça? Tata Rachida, voilà la pauvre, je m'en rappelle. Elle est morte pour rien, Wallah ils l'ont frappé. Soutien à la famille Bouzidi, la famille Bouzia. Et oui, les rappeurs dépressifs selon Az, c'est terriblement vrai. J'aime trop cette vidéo. Ouais, franchement. Elle a bien tourné hein, d'ailleurs hein, sur les réseaux. Grave bien tourné, c'est devenu un trend énorme en fait sur TikTok. Je m'en suis même pas aperçu moi. Mais il y a plein de gens qui savent pas que c'était une vidéo que j'avais faite au Planète Rap avec Jamel et tout. Et c'est devenu grave un énorme trend sur TikTok et tout, donc ça fait plaisir. C'était de l'impro le jour-là ou pas? Ouais, c'est de l'impro total. Sérieux? C'est de l'impro? Ouais. Ah ouais, putain, parce que t'en avais fait une autre aussi dans ta voiture. Dans ma voiture, Qui me tue aussi celle-ci. Pareil, c'était de l'impro? Ouais. Wow. Tout de l'impro, ouais. Bah, tu vois bien, il n'y a pas de règle. Il manquerait plus que je l'ai écrit en plus. Oui, non, mais il y a quand même un petit flow. Il y a un petit flow parce que on vient quand même du milieu urbain, hip-hop et tout, donc on adore ça, mais non, mais c'est pas écrit. Justement, c'est quoi ton rapport au rap? Toi, t'en écoutes depuis longtemps? Moi, j'en écoute depuis tout petit. J'écoute aussi beaucoup de variétés françaises, mais j'ai toujours été, j'ai baigné là-dedans. Nous, on est d'une ville, Vitry-sur-Seine, c'est quand même une ville où si t'as pas écouté de rap, c'est très bizarre. Ouais. Donc non, bien sûr, Rof, 113, Mafia qu'un Free depuis tout petit, etc. Et puis après l'autre génération, maintenant SCH, Jul, tout ça, j'adore. On parlera de tes goûts musicaux un peu plus tard en plus, mais t'as eu des retours des artistes que t'as pu parodier? J'ai eu Dadju. Ouais, Dadju qui avait bien rigolé à sa vidéo. J'avais eu qui aussi, putain, à l'époque? J'avais reçu un message. La seule fois où ça s'est un peu mal passé. J'allais te demander. Ouais, non, je crois que j'avais reçu à l'époque un message. Je crois que c'était le manager de Jaja et Dinaz. Ok. Et je reçois un message. Il m'écrit juste: tu joues à quoi? Aïe aïe aïe. T'as eu chaud là ou pas? Hein? Non, pas du tout. Je lui ai dit désolé. Non, non, je lui ai dit écoute frérot, je lui ai dit c'est de l'humour. Je lui ai dit j'en ai fait 10 000, tout le monde le prend bien et tout. Après il m'a répondu ok, pas de galère. Okay. Après je sais pas si c'était vraiment leur manager, mais en tout cas j'avais fait Jaja Dinaz. Et comme je le disais à chaque fois, c'est que tous les rappeurs que je faisais, c'est des rappeurs que j'aime bien parce que faut les écouter plein de fois pour trouver le petit gimmick pour pouvoir les parodier derrière. Donc non, c'est que de la rigolade. C'est ce que j'avais demandé pour t'y prendre. Tu sais quoi la démarche? C'est t'écoutes les sons, tu regardes des interviews, c'est comment? Non, c'est que j'écoutais les sons et après c'est souvent les rappeurs aussi qui ont un truc où on les reconnaît direct. Jaja Dinaz c'était le truc où il criait, PNL c'est le truc un mot toutes les 5 minutes. Il y a, dans le spectacle là, on en parlera plus tard, mais il y a Que Black. Il y a une parodie de Que Black. Que Black c'est ma préférée. Que Black j'ai eu plein de retours. Que Black même quand je suis venu ici, il voulait venir au spectacle et tout. D'ailleurs faut qu'il vienne au spectacle. Que Black j'ai eu des retours aussi sur sa parodie. Que Black c'est ma préférée. Bah oui. On spoile pas, mais tu limites parfaitement bien. Parfaitement bien. On va continuer à parler de musique un peu plus tard, mais revenons sur le stand-up. Qu'est-ce qui te motive, il y a quelques années, à commencer à écrire des sketchs, mais surtout à te dire, là, je vais monter sur ma première scène, je vais prendre le micro et essayer de faire rire une salle? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je pense que c'est l'envie de. Je pense que ça vient déjà quand t'es jeune, tu vois. Bon, après, c'est pas parce que souvent, j'ai plein de mecs qui viennent me voir et disent ouais, mais tu connais, Rachid aussi, il est marrant à citer, tout ça, rien à voir, tu vois. Mais je pense que ça part de là aussi. Ça part du truc où quand tu vois que quand t'es dans ta bande, quand t'es plus jeune et tout, que t'es celui qui fait rire un peu et tout, t'as déjà ce truc-là où tu te dis ouais, c'est sympa ce truc. C'est toujours sympa. Par exemple, même quand t'es à table, t'es au resto et tout, tu fais une blague, tout le monde rigole, t'as toujours un truc un peu gratifiant. Moi, j'ai voulu avoir ça plus longtemps qu'une blague dans un dîner pendant 1h30 et puis je regardais beaucoup le stand-up français qui se faisait, Jamel, Gad, etc. Et un jour je sais même pas, je me suis lancé, j'étais à Vitry, je tapais sur internet comment faire du stand-up, je suis tombé sur un truc de cours de Alex Nguyen qui est un
un humoriste qui était passé par On ne demande qu'à en rire. J'étais parti à Pigalle et il avait un petit endroit où il faisait monter les gens pour la première fois sur scène, où il donnait 2-3 filons. J'ai commencé par ça, puis après j'ai fait 20 000 scènes ouvertes dans Paris. Et voilà. Ça doit faire... Enfin, c'est peut-être une question bête, mais la première fois vraiment que tu montes sur scène, c'est un truc qui est pas normal, tu vois. Ouais, mais en fait, il y a un truc un peu je pense, après moi, pour ma part, il y a un truc de ok, c'est ma place, ok, c'est pas ma place. Ouais. Moi, j'ai senti tout de suite que genre, je sentais pas que je faisais un truc bizarre. Ouais. Je sentais que je faisais la continuité de ce que je chantais depuis que je suis petit, quoi. Ok. Tu as eu l'occasion de participer à la saison 10, si je dis pas de bêtises, du Jamel Comedy Club. En tout cas, tu as participé au Jamel Comedy Club. J'en ai fait 2 ou 3. Ok. Donc, j'ai fait le gala du Jamel Comedy Club. Déjà, le grand gala qu'on avait fait au Paradis Latin, qu'on a écrit avec Paul Mirabel. Et après, j'ai fait une saison. Ouais, j'ai fait la saison. J'avais 20 ans, 19 ans. Non, 21 ans. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Enfin, l'ancien. T'as quoi, t'as 27, toi, 27, c'est ça. Ouais. C'était il y a 7 ans quand même, 6 ans. Qu'est-ce que t'as appris là-bas? Qu'est-ce que j'ai appris là-bas? J'ai beaucoup appris dans toutes les scènes ouvertes que j'ai fait dans Paris, que ça soit au Paname, que ça soit au Jamel Comedy Club, mais j'étais surtout très content parce que c'est un accomplissement pour tout humoriste d'arriver dans une scène mythique comme celle du Jamel Comedy Club, puis de côtoyer, tu commences vraiment à côtoyer les vrais, pas les vrais stand-uppers, mais les mecs qui sont là, qui sont installés depuis un moment et tout. J'étais surtout content. Après, appris, quand t'arrives là-bas, c'est que t'as déjà pas mal appris déjà. Okay. En fait, tu vois, c'est un peu... ce qui est marrant avec le Jamel Comedy Club, c'est que c'est vu comme un club formateur, alors qu'en vrai, de vrai, t'es déjà titulaire. La vérité, si t'arrives au Jamel Comedy Club, c'est déjà que t'as un niveau, quoi. Tu viens pas à zéro, ils te forment. Bien sûr qu'il y a une formation parce que tu joues souvent là-bas et qu'après tu commences à comprendre 2-3 trucs, mais si t'as déjà, c'est comme arriver au Paris Saint-Germain, quoi. Oui. T'arrives pas, si t'es claqué, tu t'apprends à Brest. Dédicace à tous les Brestois. Dédicace à Brest, hein, bien sûr. Est-ce que Jamel il est présent et est-ce qu'il t'a donné des précieux conseils? Moi, quand je suis arrivé sur les premières saisons du Jamel Comedy Club, je crois que Jamel était en tournée à ce moment-là, donc on l'a pas trop vu, mais dès qu'il est là, dès qu'il y avait des émissions, il vient, il te conseille, il te parle, il te dit à peu près ce qu'il veut, surtout il te met en confiance, tu vois, il est cool, il est sympa, c'est pas, il y a pas de pression, puis après il met des mecs en place là-bas qui travaillent très bien, dont aujourd'hui c'est Christophe qui fait là-bas la programmation et la direction artistique, donc non, mais il y a que des mecs ultra compétents, ça se passe super bien. Ok. On dit souvent que le milieu du stand-up en ce moment aussi c'est une dure jungle, tu vois, il y a beaucoup de salles, beaucoup d'artistes et en même temps une appétence du public de plus en plus grande, donc tant mieux. Quel regard toi tu portes sur cet aspect-là, sur le milieu? Mais c'est normal en vrai, j'ai envie de te dire, parce que le stand-up, ça a quoi? Ça doit avoir 15 ans aujourd'hui en France, là où aux États-Unis c'est présent, je pense, depuis. C'est comme le rap là-bas, ça doit faire 100 ans que ça existe. Nous, ça vient de. Enfin, ça vient pas, mais le stand-up entre guillemets pur, comme il se fait aujourd'hui avec les Roman, avec toute cette nouvelle génération-là, c'était il n'y a pas longtemps, avec les réseaux sociaux, ça s'est développé encore plus, donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus d'humoristes. Après, c'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'humoristes qu'il y a de plus en plus de bons humoristes. Il y a juste de plus en plus de gens qui font la discipline, c'est comme le foot, hein. Il y a de plus de gens qui font du foot, mais il y a toujours... Comme le rap aussi, d'une certaine manière. Comme le rap, tu vois, c'est juste qu'en fait, je pense qu'on a déjà beaucoup plus accès au milieu artistique aujourd'hui de par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même les gens confondent, ils vont te dire « Ah, mais tu l'as vu, l'humoriste Just Riyad, par exemple ?» Tu vois, moi, Riyad, je l'adore, mais même lui, il sait qu'il n'est pas humoriste. C'est un mec, un créateur de contenu, il est acteur aujourd'hui, d'ailleurs j'ai vu son film qui est très bien. Mais humoriste, c'est un mec qui monte sur scène. Donc en fait, il y a ce truc-là aussi où les gens confondent beaucoup parce que les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui passent, d'informations qui passent, qu'on a envie de mettre des gens dans des cases alors qu'ils font pas ça du tout. C'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui font du stand-up. Après, ça va se réguler. Mais justement, comme tu disais, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'en France, le genre existe et est bien popularisé. Comment tu vois l'évolution sur ces 15 ans? Est-ce que tu trouves que ça se renouvelle bien? Est-ce que tu trouves que c'est en bonne forme en ce moment? Ouais. Franchement, honnêtement, il y a de plus en plus de niveaux, entre guillemets, parce que je pense qu'on a compris les codes du stand-up et je pense qu'il faut que les humoristes, entre guillemets, les stand-uppers, donc nous, il faut qu'on progresse, mais je pense qu'il y a aussi un truc d'acceptation de la part du public. C'est pas français le stand-up, ça veut dire que
ça peut paraître au début comme un truc de branché ou un peu truc de branché parisien. T'arrives avec un micro, tu dis ouais, juste, ouais, ma mère, truc. Hein. Alors que le français, je pense qu'il a plus la culture du spectacle, le gros spectacle. Il se passe des trucs, les tons, et tu vois. Mais c'est pas grave, parce que c'est juste qu'on n'a pas eu cette culture-là en France. Et je pense que ça s'installe de plus en plus. Les humoristes sont de plus en plus bons et je pense que les Français en demandent de plus en plus. Moi, j'ai Google ton blaze. Ouais. Et bon, je pense que tu l'as déjà fait. Sur le rappeur ? Non, tu l'as déjà fait ou pas ? T'as déjà Google ton blaze ? Tous les jours. Ouais, parce que dans les premiers résultats, ça te définit comme un humoriste qui a un style à l'américaine. Ah ouais. Pourquoi tu penses qu'ils disent ça, les gens ? Je pense que c'est parce que je suis beau gosse. Non, je pense que, je sais pas, honnêtement, je pense que j'ai ce côté-là où j'en fais pas trop sur scène, parce que c'est aussi ma personnalité dans la vraie vie. Et j'ai transformé un peu ma timidité en nonchalance scénique, si je puis dire. Je pense que ça vient de là, ça vient du fait que forcément, quand t'en fais pas trop, t'es juste avec le micro comme ça et tout, c'est un peu classe entre guillemets, c'est toujours très difficile de s'auto-complimenter. Non, mais fais-le. Mais je pense que c'est juste parce que je suis classe, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, on va dire les choses. Non, mais je pense que c'est ce truc-là aussi, et je suis dans le stand-up, les faits de la vie, les trucs. Il y a très peu de personnages dans mon spectacle, donc c'est pas du one man, c'est vraiment stand-up. Donc je pense que c'est pour ça que c'est comparé aux Américains. Et merci, je sais pas qui a écrit ça, mais je remercie ma mère. Probablement. On va parler de ton spectacle qui s'appelle Exister, que tu joues depuis plusieurs mois maintenant à Paris et dans toute la France, mais il est temps de faire une petite pause musicale. Allez. On va écouter du Drake, parce qu'il paraît que tu es le Drake algérien. Ah bah apparemment. Certains voient une ressemblance avec Drake. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben non, mais on me l'a non, mais honnêtement, en plus, non, mais c'est toujours gênant ces trucs-là. Mais je te jure qu'on me l'a souvent dit. Et là, aujourd'hui, ce qui revient le plus, c'est le mec qui joue dans la série Netflix, là, qui est le mec qui fait la pub de Giorgio Armani en ce moment-là, le grand métis, là. Ok. Comment il s'appelle celui-là ? Dans les chroniques de Bridgerton. Voilà, là exactement, okay, le grand. Et bah là, lance la musique, parce que là, je te sens un peu perplexe. Mais je vais te montrer une photo, tu vas voir du haut des yeux. Mais c'est que des petites parties du visage. J'allais dire, parce que, désolé, hein, mais il n'y a pas de... Non, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, il va nous montrer. En attendant, on est parlons de ton spectacle qui s'intitule Exister et que tu joues encore au Théâtre Trévise à Paris jusqu'à la fin du mois de mars. Coécrit, je le dis, et mis en scène par Laurent Ginca. Déjà, le titre, pourquoi ce titre Exister ? Écoute, j'ai voulu... T'as vu le spectacle ? Oui, je l'ai vu, samedi dernier. J'ai voulu parler un peu de tous ces sujets-là qui tournent autour de ce thème-là, parce que je pense que c'est vraiment le mot qui caractérise le plus notre génération aujourd'hui en 2022-2023. Tout le monde veut exister. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression de ça. Plus personne ne veut être... entre guillemets, ce que j'appelle normal, genre juste j'ai un taf, je rentre, tout le monde a un talent, tout le monde a un combat, tout le monde a une manif, un truc, tout le monde a un truc à dire. Moi j'ai l'impression j'ai la sensation, je suis jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on avait moins de choses à dire, qu'on avait plus de trucs à faire, à kiffer avec nos potes et tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde veut exister, de par un combat, un truc. Donc j'ai appelé ce spectacle-là Exister, et surtout parce que moi aussi, si je fais de la scène, c'est que j'ai eu cette envie-là d'exister à un moment, mais j'ai la sensation, moi, d'être un peu largué là-dedans, de pas avoir de combat, pas avoir de choses comme ça sur la société qui m'anime vraiment. Moi, je sais pas, je vis. Des moments ça va, des moments ça va pas. Mais j'ai l'impression qu'on en veut à la terre entière à des moments. Et on oublie un peu juste de kiffer, de vivre avec nos potes, quoi. T'en veux aux pailles en plastique. La disparition des non, mais tu vois, les pailles en plastique, typiquement, c'est un bon exemple. En fait, c'est pas de dire que genre l'écologie c'est pas important, mais c'est de dire que les problèmes que moi je remarque entre guillemets, j'ai l'impression qu'on s'attarde pas sur des trucs qui sont très simples. Tu vois, moi, l'écologie, j'y connais rien, je dis la vérité. Mais moi, la chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus de pailles en plastique. Et ça me saoule parce que je dis la vérité, c'est les nouvelles pailles dégueulasses, elles te fondent dans la bouche et tout. Donc moi, c'est un vrai problème que j'ai remarqué, ça. Voilà. À mon niveau, à mon niveau de combat, je suis à mon niveau de combat. Comment il s'est construit ce spectacle ? Comment, pour les gens qui connaissent pas, tu vois, comment on écrit du stand-up, comment on fait ça ? Comment toi t'écris quasiment 1h30 de stand-up ? C'est quoi le process ? Déjà, beaucoup de scènes ouvertes au départ où tu testes des blocs de 5, 7 minutes, 10 minutes. Puis tu essayes de les rassembler, tu essayes d'avoir un ensemble homogène. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est d'être entouré. Moi, je travaille avec Laurent Ginca. Il faut toujours avoir quelqu'un qui écrit ou qui écrit pas, mais avec qui tu puisses faire un ping-pong, un échange d'idées. Il y a des moments où tu bloques, tu satures.
Je pense que c'est avoir un coéquipier entre guillemets et jouer tous les jours. Il faut jouer tous les jours. Est-ce que du coup tu le fais beaucoup évoluer, ce spectacle, depuis que tu le joues? Bah déjà, il y a 10 minutes ou 15 minutes au début qui sont de l'actualité. Donc là, en ce moment, là, je parle de la guerre. Je parle de la guerre en Ukraine. Et donc avant, c'était pas ça. Avant, on était sur les élections et tout. Donc de par l'actualité, je le fais évoluer. Il y a toujours 10 ou 15 minutes du début du spectacle qui changent. Et après, il y a souvent des sujets qui viennent. Il y en a qui partent. Il y a des trucs ça vieillit très vite, le stand-up. Il y a des sujets où tu penses que c'est super, et 2 mois après, c'est zéro, ça marche plus. T'as pas d'explication réelle, donc t'enlèves et t'essaies d'avoir un nouveau truc. Et comment tu gardes de la fraîcheur pour certains blocs que tu joues depuis vraiment longtemps, tu vois? Par exemple, le sketch un peu sur les pailles, c'est un truc que tu tournes avec depuis un moment. Comment tu gardes de la fraîcheur dans la manière de le délivrer? C'est très dur. C'est très dur. C'est vrai que ça, c'est l'un des trucs les plus compliqués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des moments, il y a des sketchs qui marchent moins bien. Je pense que c'est même pas qu'ils sont vieillots, c'est que tu les fais plus comme avant. Tu sais, avant, quand tu as une idée, quand tu fais une blague une fois, c'est drôle. Quand tu la refais 1000 fois, tu mets pas la même énergie. J'essaye de garder la même énergie en changeant quelques mots, en changeant quelques trucs, en rajoutant des idées. Tu vois, j'ai tout un truc que je faisais pas avant, que je colle un peu aux pailles et tout cet esprit-là sur les gourdes, les trucs et tout. Là, hein. Donc j'essaye de gonfler tout le truc pour pouvoir avoir la même énergie quand je fais les pailles. Parce qu'en plus, il y a un souci, enfin je sais pas si c'est un souci, mais souvent maintenant les humoristes, vous servez beaucoup des réseaux en mettant des capsules, des extraits de spectacles. Et forcément, il y a des gens qui ont déjà vu des parties en venant sur le moment. Comment tu renouvelles, tu vois, l'adhésion du public? Bah après, ça, il y a 2 parties pour ça. Moi, je pense que quand on a vu un passage de quelqu'un sur scène, quand on va le voir en spectacle, quand tu vois le passage, tu rigoles moins parce que tu l'as déjà vu, mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent pour un passage qu'ils ont vu et ils se disent pourquoi tu l'as pas fait le truc. Tu vois, il y a souvent des gens qui me disent mais pourquoi t'as pas fait le truc? Je dis ouais, mais je pensais que, tu vois. Donc... Et à la fois, on est obligé de poster des trucs pour donner envie aux gens de venir et acheter des billets, tu vois. Donc, tu peux pas ne rien poster en disant moi je poste rien, vous verrez tout au spectacle. Bon, tu peux faire ça si t'es Chris Rock ou que tu veux, tu vois. Mais nous, si on poste rien, il y a personne qui vient. Donc, à la fois, je préfère que poster des trucs que les gens aient déjà vus, mais au moins ils le revoient. Au moins, ça remplit la salle. Voilà. Donc c'est un peu le jeu des réseaux sociaux. T'as pas mal de moments d'impro avec le public, à plusieurs moments du spectacle. Comment tu gères ces moments-là? Quels sont en fait tes trucs pour t'en sortir quand ça répond pas forcément dans la salle? Parce que c'est risqué. Ouais, bien sûr. Il y a toujours des phénomènes dans la salle, mais quand ça répond pas, souvent je pousse le truc le plus loin possible. Je reste avec la personne. Je dis pas ah ouais bah, tu sais pas donc je sais pas. J'essaye de pousser le truc au maximum. Souvent tu tires un truc, sinon tu passes à quelqu'un d'autre. Hein, mais ça c'est la magie de l'impro entre guillemets. Des fois tu tombes, t'as des soirs exceptionnels d'impro et t'as des soirs où c'est un peu. Toi t'es venu samedi c'était pas l'un des meilleurs soirs en impro par exemple. Je m'en souviens, mais c'était sympa. Mais on a des soirs où c'est fou, genre où il y a des gens. C'est des métiers, des trucs, des façons d'être là au spectacle, des gens qui se lèvent, qui partent, qui reviennent, qui trucs. T'as toujours des trucs de fou comme ça, tu vois. Mais l'impro, c'est la magie de l'impro, c'est de pas savoir. Et l'impro, ce qui est bien avec l'impro, moi j'en fais pas énormément dans mon spectacle parce qu'il y a quand même pas mal de sketchs entre guillemets à faire. Mais ça te permet aussi de te mettre toi-même dans ton spectacle parce que c'est les seuls trucs qui sont pas préparés. Donc ça te met dans l'esprit de la rigolade, le truc. Donc, toujours bien d'avoir un peu 10-15 minutes d'impro dans un spectacle, je pense. C'était arrivé. Je peux poser la question, est-ce que tu fais exprès de demander aux gens qui n'ont pas envie que tu leur parles? Parce que moi, je sais que dans les moments-là, je me cache. Ah ouais, mais j'adore. Moi, moins t'as envie de me parler, plus j'ai envie de te parler. Si t'as pas envie de me parler à ce point-là. Non, mais si t'as pas envie de me parler à ce point-là, c'est qu'il y a un moment, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qu'on peut choper, un métier chelou, il manque une dent, et un problème d'élocution, il y a un truc. Non, mais c'est nos meilleurs cibles. Ça. Est-ce qu'il t'est arrivé des dingueries avec le public sur ce spectacle-là? T'as des petits trucs qui te reviennent en tête? J'avais ça, je l'avais posté, mais j'avais un mec qui devait 250 000 € aux impôts et il y avait la contrôleuse des impôts juste à côté de lui. On dirait limite que c'est fake. Ça, c'était le même soir. Donc ça, c'était fou. Après, j'ai une meuf qui est partie en plein milieu du spectacle, qui est revenue genre 45 minutes après. Je lui ai dit, mais t'es où? Non, mais je suis parti voir nos spectacles. Mais non. Ouais. Elle est revenue.
Non, mais t'as toujours des trucs de fou, comme ça. Bon. Quand on reçoit des rappeurs, on fait découvrir des extraits de leur album. Là, tu nous permets, on va faire découvrir un petit extrait de ton spectacle. C'est quelque chose que tu as déjà posté. Donc, question d'un rendez-vous amoureux quand on est en galère de thunes. On vous laisse écouter ça. Une fois, j'étais vraiment amoureux d'une fille et je chantais que cette fille-là, pour l'avoir, fallait que j'envoie le paquet. Le problème, c'est que le paquet, j'avais pas. Du coup, je vais sur Groupon. Vous connaissez Groupon? Groupon, c'est une application où on te propose des activités de riches, mais pour les pauvres. C'est genre 29 € le massage, mais quand t'arrives là-bas, tu te masses tout seul. C'est un truc, y a des sauts en parachute à 10 €. Tu sais pas, tu sautes sans le sac. Y a pas de... C'est des suicides payants. Je suis sur Groupon, je tombe sur une annonce. Dîner sur une péniche, foie gras, champagne, en bas de la Tour Eiffel, 39 € pour 2 personnes. Là, je me dis, c'est pour moi, elle va jamais remarquer que c'est Groupon, tu vois. Je me dis, c'est trop classe. Je m'habille super bien, je demande à un pote à moi qui me prête sa voiture. Super belle voiture, je vais la chercher, elle descend super bien habillée, super classe. On arrive là-bas, on se gare, elle voit la péniche au loin, la Tour Eiffel, elle me dit, putain, me dis pas que tu me ramènes sur une péniche et tout. Moi, je suis stressé, je veux pas qu'elle sache que c'est Groupon. Quand elle me parle, j'entends Groupon à chaque fois. Elle me parle, j'entends Groupon. Je dis, ouais. J'ai peur qu'elle sache, tu vois. J'ai même pas encore mis un pied sur la péniche. J'ai l'hôtesse d'accueil qui me regarde de loin, comme ça. Et dans son regard, je sens qu'elle va faire une connerie. Et j'essaie de lui dire non comme ça, discrètement, avec les yeux, tu vois, comme ça. Mais il y a l'autre à côté. Mais elle comprend pas. Elle me dit, bonsoir monsieur, c'est un Groupon? Je lui dis, ouais, c'est un groupe, on est deux, c'est un... En fait, c'est un groupe en fait, c'est une petite groupette de 2 personnes, en fait, on est... Voilà. Bon, j'avais déjà perdu des points, là, elle avait compris que c'était un Groupon. Là, j'arrive, je m'assois, c'est la fin de la caméra cachée. En dessous des verres, il y a des trucs Groupon, il y a écrit Groupon partout. Il y a des pop-up girls qui arrivent, c'est le Groupon ici. Voilà, c'est terminé. Et le serveur vient nous proposer à boire. Sauf que moi, j'avais lu sur l'annonce Groupon que les boissons, c'est pas inclus. Même l'eau. Je suis au plafond. Et t'as vu, quand tu demandes de l'eau au restaurant, t'as honte quand tu veux demander une carafe d'eau. Tu fais comme si tu venais de l'inventer, tu sais. Le serveur m'a dit, alors vous désirez au plat ou aux gazeuses? Je dis, oh, une carafe d'eau, on va pas... Et tu sais, lui, il fait genre, il comprend pas, il me dit, pardon, je dis, la carafe d'eau, s'il te plaît. Il dit, pardon, je lui dis, ramenez-moi de l'eau gratuite. Donnez-moi 2 gobelets, je vais les remplir aux toilettes. Vous avez compris, là? J'ai pas d'argent, tout le restaurant est au courant. Depuis l'entrée, personne ne comprend rien. C'est inacceptable. Quand t'as pas d'argent, tu t'énerves. C'est incompréhensible ici. Et oui, c'est incompréhensible. C'est un extrait du spectacle Exister de Az. J'en profite là, tu parlais d'argent à l'instant de manière très marrante. La réalité économique dans le stand-up, c'est comment en ce moment? Comme ça, Ismaël. Ouais, sans transition. Non, mais je te jure que c'est intéressant. C'est une bonne question que je pense qu'on parle pas assez souvent d'argent. Il n'y a pas énormément d'argent dans le stand-up. Faut dire la vérité. Souvent, les gens, quand ils te voient sur scène ou qu'ils te voient à la télé et tout, ils pensent que ça y est, truc. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans le stand-up, à part si tu commences vraiment, tu fais des tournées de 70 zéniths, trucs, nanana. Quand tu es un gros phénomène. Mais pour la majorité des stand-uppers, 80%, 85%, comme moi, qui jouons à Paris, qui jouons dans des belles salles, mais c'est pas un braquage, quoi. Faut pas croire, quoi, tu vois. Il y a une réalité financière. Il y a des gens qui te produisent. Déjà, après, ça dépend si tu t'autoproduis, mais quand tu t'es produit, tu es payé, tu as un cachet, t'es pas... c'est pas, il y a 3 000 € de billetterie, t'as 3 000 €. Ça se passe pas comme ça. Il y a des frais, il y a des mecs, il y a des trucs. Donc, tu vis du stand-up quand tu commences à remplir des salles, oui, mais tu vis très normalement. C'est pas la folie. Et il y a beaucoup d'humoristes qui galèrent à avoir leur intermittence, leur 42 cachets pour pouvoir avoir un salaire tous les mois, pour pouvoir se consacrer totalement à ça. C'est long, c'est dur, et même quand tu y arrives, c'est pas non plus la folie. C'est plus le fait de devenir une star qui te fait devenir riche, je pense. C'est ton image que tu vends derrière. Après, quand tu vas faire des films, quand tu vas faire des pubs, quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, tu as ton image qui est un peu en avant, dans des partenariats, des collaborations. C'est plus cette partie-là qui te fait gagner beaucoup d'argent que la partie spectacle pur. Ok. Donc par rapport à Drake, t'es encore un peu en dessous. C'est ça que tu nous dis. Voilà, exactement. Okay. Par rapport à Drake, ça se joue à 2-3 millions près. C'est déjà pas mal. On t'a vu à la télé aussi sur France 2 dans l'émission On est en direct de Laurent Ruquier, dans laquelle tu faisais des chroniques humoristiques. Pour moi, ça a toujours été un exercice super difficile de mettre de l'humour dans ces émissions très sérieuses. Tu t'en sortais franchement pas mal du tout. Comment toi, t'as vécu l'expérience ? Comme une chance énorme déjà dans un premier temps, pour 2 raisons. Parce que travailler avec Laurent Ruquier, moi qui regardais On n'est pas couché quand j'étais petit et tout, genre je me suis dit putain, mais c'est un vrai accomplissement. Et c'était beaucoup de travail.
Et surtout, j'avais la chance d'être l'un des seuls humoristes qui travaillait pendant cette période, parce que c'était en plein Covid, tous les comédie clubs étaient fermés et tout. Et moi, j'avais la chance encore, pendant cette période où l'artistique était un peu mort, d'avoir une tribune, une vitrine où je pouvais encore exposer mon art. Donc, je l'ai vécu avant tout comme beaucoup de chance. Après, c'était énormément de travail, parce que moi, j'avais jamais fait ce travail-là de chronique. Qui a un travail totalement différent de la scène, même si ça reste écrire des blagues et tout. Mais la chronique, c'est pas, tu recherches pas le gros rire en fait. Oui, tu recherches plus le petit sourire. Voilà, le sourire, le message de fond, un truc un peu sympa, un truc intelligent à dire. Puis tu sais que tu es dans une émission culturelle, il est minuit, tu sais que là, c'est quand même une émission un peu d'intello, entre guillemets, tu vois. Donc tu te permets pas d'arriver avec des blagues moyennes. Mais c'était très dur parce qu'à la fois, j'avais pas. Comme les comédie clubs étaient fermés, je pouvais pas tester. Tu sais, j'aurais bien aimé tester mes 4-5 minutes avant sur un public et tout. Et je pouvais pas le faire. Mais j'étais très content de faire cet exercice. Je me suis retrouvé, moi, Asdine, né à Vitry, en face de Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, à essayer de faire rire Bruno Le Maire, etc. Donc je me suis dit à un moment, qu'est-ce que je fous là? Ils sont pas des gros rigolos. Qui sont pas, non, ça s'est bien passé. Franchement, j'étais hyper content. T'as pas mangé de bide J'ai pas mangé de bide, j'ai mangé des chroniques qui se sont forcément beaucoup moins bien passées que d'autres, parce que y a des moments où l'humour ça reste voilà, c'est l'humour, c'est pas comme la chanson, je le dis tout le temps, mais la chanson, tu sais chanter, on aime ta chanson, on vient voir ton concert, on sait qu'il y a la chanson. L'humour, il peut y avoir un soir où tu passes à côté totalement, même 2, même 3. Donc forcément, il y a des chroniques qui sont passées un peu à la trappe, il y a des chroniques qui se sont super bien passées, notamment celle du Covid, je me rappelle, avec Michel Rubirola, la maire de Marseille. Non, mais c'était très dur parce que tu avais plein de mecs qui venaient, qui étaient un peu en début de candidature aux élections présidentielles, donc ils prenaient tout au sérieux. Par exemple, il y en avait un, je m'en rappelle, je crois que c'était Bruno Le Maire, le ministre des Finances à l'époque. Je lui fais une blague, genre je lui dis, ouais, c'est vous le ministre des Finances et tout. Je lui dis, ouais, il y avait le PSG qui jouait le lendemain. Je lui dis, ouais, mais je vois, vous débloquez de l'argent comme ça, 50 millions, 60 millions, je dis, comment ça se passe et tout. Je lui dis, moi, j'ai une solution pour vous, vous débloquez 10 millions, vous mettez sur but de Mbappé. Demain, il y avait PSG, et le mec, il me répond au premier degré, il me dit non, je n'utiliserai pas l'argent des Français pour Paris. Oh la lourdeur. Mais attends, mec, j'avais envie de dire, mais mec, tu crois quoi? Tu crois que je suis venu te dire ça là? C'est une blague. J'avais envie de dire, faut le réveiller ce mec-là, je vais mettre 2 tartes, il va se réveiller. En fait, les mecs, ils sont tellement dans une posture, dans un tel truc et tout, que ils oubliaient ce côté-là un peu. Vas-y, on rigole, tu vois. Mais non, mais c'était une expérience de fou. Est-ce que pendant ce genre d'expérience, on vous guide, on vous dit ouais, parle de tel et tel thème, ou t'as vraiment carte blanche? Alors non, moi avec la production de Laurent Ruquier, on avait quand même, ça dépendait des semaines. Il y avait des semaines où il me disait ok, carte blanche, propose-nous 2-3 trucs, on te dit si c'est bien et tout. Et j'avais des semaines où il me disait cette semaine, je sais pas, il y a eu tel événement, ce serait bien que tu parles de ça. Donc par contre, je me suis pas du tout senti censuré et tout, je faisais ce que je voulais. Mais est-ce que genre c'est pas genre archi difficile, parce que c'est pas le thème que toi t'as choisi, d'être drôle dans un thème que peut-être tu comprends pas, tu vois? Bien sûr, mais il faut aller dans le sens où tu comprends pas. Faut pas faire genre que t'as compris. Non, mais c'est pour ça, c'est un peu bête, mais par exemple, pour revenir à cette histoire de paille, tu vois, l'écologie, j'ai rien compris, mais j'explique moi mes problèmes d'écologie. Le stand-up, c'est pas être intelligent et donner des leçons de morale, c'est donner sa vision des choses. Il faut qu'elle soit sympathique, drôle, et que tu aies une vision un peu différente des gens, et que les gens, mais à la fois que les gens se disent ah, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça sous cet angle-là, mais c'est rama ça aussi, tu vois. Donc voilà. T'as aussi, on parlait d'aventure, t'as aussi co-réalisé un film avec Laurent Ginca l'année dernière, le film Les Gagnants, avec Alban Ivanov et Joy Star. Quel regard là maintenant, à quasiment 1 an de la sortie du film, tu portes avec un peu de recul sur cette aventure que t'as vécue? C'est un film qu'on a co-réalisé et co-écrit avec Laurent Ginca. Je vais être un peu redondant, mais... une chance déjà, parce que non mais c'est énorme. C'est fou. J'ai réussi à faire mon premier film au cinéma. C'est un milieu qui est compliqué en plus. C'est ça. À 26 ans, j'ai mis mon nom sur le Grand Rex en avant-première et tout. J'ai vécu un peu un rêve éveillé avec ce film. Après, bien sûr, plein d'erreurs, je pense, forcément. Première fois que j'écris, première fois que je réalise, première fois que je joue. Des erreurs dans les 3 domaines, je pense. Mais je suis amené à progresser. Je pense que j'ai une énorme marge de progression. Je pense que même des mecs qui jouent, qui écrivent depuis 50 ans, on a toujours des trucs où on n'est pas content après coup. Mais j'étais tellement content
pouvoir réaliser mon premier film sur des choses que... Ce qui est fou, c'est que quand tu as écrit quelque chose et que tu peux le voir en image, et en plus joué par deux acteurs qui ont quand même une carrière de ouf, que ce soit Alban Ivanov ou Joey Starr, d'avoir la chance de diriger des mecs comme Joey Starr et tout, c'est quand même fou. Donc non, je l'ai vécu comme une chance énorme. J'étais très content. Et avec Joey Starr sur le tournage, est-ce qu'il y a des anecdotes notables? Comment ça se passe? Franchement, honnêtement, mais tu sais, c'est une question qui revient souvent. Tout le monde me dit ouais, ça a dû être dur, un truc Joey Starr et tout. C'est pas vraiment ce que tu me dis, mais on me le dit souvent. Honnêtement, il s'est rien passé de ouf. Ok. Il est très professionnel en fait quand il est sur un. Après, ça reste Joey Starr. Hein. Je te dis pas, il est pas arrivé avec la mèche sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait hein. C'est Joey Starr, quoi. Donc bien sûr, hein, tu sais qui tu reçois, mais. Franchement, pas plus compliqué qu'un autre acteur, très à l'écoute, très perfectionniste. Il vient de voir à la fin de la journée, tu penses que ça c'est bien là. Franchement, non, ça s'est super bien passé avec Didier. Est-ce que tu sais le parodier, lui, ou pas? Non, ça c'est pas. Ah, ça c'est pas là encore. Non, mais ça c'est pas ma génération. Mais moi, tu sais que moi, je vous le dis la vérité, c'est que moi je confondais NTM et IAM il y a 4 ans déjà. Donc, aïe. Dans ma tête, je pensais que c'était la même chose. Donc, t'es pardonné, c'est pas ta génération. J'ai plus connu Joey Starr acteur que chanteur. Bien sûr. Et par contre, je l'ai vu mettre le feu à des soirées, c'est de la folie. Quand il arrive à une soirée et qu'il prend le micro, il se met à côté du DJ, il te retourne la soirée. Grave. Il est très fort, le gars. On va parler de musique et on ne te demandera pas la différence entre IAM et NTM, mais étant d'écouter un peu de musique, il paraît que toi, t'aimes plutôt les morceaux mélancoliques, les chansons un peu tristes. Ah, mais totalement. Mais tu sais que moi, je ne comprends pas les gens qui écoutent des musiques genre hyper ambiançantes tout seul. Ah ouais? Ouais. Genre tout seul chez toi. Moi, chez moi, j'ai envie de me mettre dans un mood nostalgique. Je repense à ma vie, truc. Mais c'est peut-être parce que ton taf, c'est de faire rire les autres. T'as besoin de ce moment tout seul aussi, non? Putain, j'ai jamais pensé à ça. Mais c'est en vrai, je pense. On dit souvent que les gens qui sont les plus joyeux, tu vois, ils ont besoin quand même de leur moment où ils se rechargent C'est vrai, en down, en bad. Ouais, tu vois. C'est vrai. J'ai jamais pensé à ça, mais ça doit être ça. Très belle analyse. J'ai analysé ta vie en 1 minute, bravo. Justement, en mode mélancolie, moi perso, je me bute à Hamza en ce moment. On va écouter Tsunami, extrait. Mélancolique, un peu de la street. Mais pas qui tape un peu quand même. Bien sûr, évidemment. J'ai beaucoup aimé, par exemple, en termes de mélancolie, la reprise de RK Lola en acoustique. Enfin, c'est pas une reprise, mais qu'il a fait Lola en acoustique. Je sais pas si t'as vu ça. Avec le violon. En bas des tours et tout. J'ai trouvé ça super comme idée. Le côté acoustique en bas des tours, comme ça, j'ai trouvé ça super comme idée. Et le son est très bien. Ah, on est encore ensemble pour quelques minutes. 18h45. Ouais, on est ensemble. Mais attends, non, toi tu nous quittes. Toi tu nous quittes à 18h. Tu nous quittes à 18h. J'allais justement dire qu'on était ensemble. À moins que tu veux qu'on perquise ton temps libre. Non, mais je passe un très bon moment. Je peux rester avec vous jusqu'à 18h. Parlons de tes goûts musicaux. On va comparer IAM et NTM, s'il te plaît. Non, mais je connais maintenant IAM, l'école du micro d'argent, NTM. J'allais dire, t'as rien à nous prouver, mais là en même temps, bon. Si NTM, laisse pas trop traîner ton fils. Tout à fait. Merci. C'est bien. Merci. C'est l'interview playlist. Un coup de cœur du moment musical. Tu peux regarder ma musique vite fait. Totalement. Tu peux. Vas-y. Alors là, je vous dis une musique que j'écoute beaucoup là en boucle là d'un coup. Vas-y. C'est Vie d'artiste de Lazara. D'accord. Ok. J'adore. Qui va nous représenter à l'Eurovision. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas. Bah, voilà. Écoute, j'ai beaucoup aimé ce son. J'ai beaucoup aimé Bâtiment de Marwa Loud. Ok. Sur le dernier album. Et je vous dis il y a un artiste que j'aime beaucoup. En plus, c'est devenu un copain. C'est pas devenu je l'aime pas beaucoup parce que c'est un copain. C'est même devenu un copain après. Il passe pas beaucoup en radio, je pense, mais c'est Kemmler. Ah, Kemmler, on l'a reçu. Kemmler, j'adore tout ce qu'il fait. Toutes les chansons, je les aime bien. Parce qu'il est dans le style mélancolique. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement le style de rap que j'aime. Et après, bon, Gazo. Et voilà, dernier. T'es plus français en fait. T'écoutes pas trop de Quinry. Rien de Quinry, ça me saoule le Quinry, je comprends rien ce qu'il raconte. Ah non, moi j'ai besoin de comprendre un peu. Ah, j'ai beaucoup aimé Solitaire aussi de Dinos. D'accord. Et Vendetta qui est sortie, mais qui m'a matrixé sur TikTok, elle a sorti le son en entier, la petite rappeuse de Marseille. Ok. Je continue. Un titre que tu écoutes avant la scène. Déjà, est-ce que t'as ce rituel-là ou même pas? Ouais, ça m'arrive et c'est souvent Aurel San. Ok, d'accord. Je suis dans le premier Mario. À chaque fois que je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à 0. Yes. Bon Attendez, on avait Orelsan avec nous, c'est pas possible. Un son sur lequel tu rêverais de monter sur scène, parce qu'il y a de la musique quand tu voilà. À ton premier Olympia par exemple. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses même?
Le son ou faire mon premier Olympia? Non, de monter sur scène et de dire ouah, je me verrais bien sur ça. Ouah, je me vois sur ça. Non, pas vraiment. Mais maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que ça devrait... C'est très compliqué, je dirais. Mais je pense que je mettrais Orelsan. Ouais, pour boucler la boucle. Genre, ouais, en fait, tu l'écoutes avant. Je l'écoutais avant et maintenant vous avez le droit de l'écouter. On en est là. Ok, donc ça, c'est le début du spectacle. Pour saluer le public, tu mets quoi comme titre? Pour saluer le public, en ce moment, j'ai quoi? J'ai Gypsy Motel, je crois. Mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un son pour finir le spectacle parce que j'aime pas non plus les sons de... J'ai vu beaucoup de spectacles où à la fin, genre, il y a un son un peu triste qui, genre, pour que les gens ils se lèvent. C'est bon, tu viens juste de faire des blagues, hein, t'as pas annoncé que ta mère était morte, quoi. Tu vois, genre, c'est trop, quoi. Donc, j'ai un son un peu joyeux, mais un peu, je sais pas. J'aime bien le son, mais qui n'a rien à voir avec un spectacle. Tu vois, j'aime bien le son Happy Birthday de NASA. Yes. Okay. Je trouve qu'il est un peu genre mélancolique, mais à la fois t'as envie d'être pleuré, en même temps t'as envie d'être content. Mais ne choisis pas ça pour non, ça serait très chelou. Happy Birthday à la fin du spectacle, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il fait Vraiment. Un plaisir coupable en musique. Mais toi t'as l'air de tout assumer. Mais moi, est-ce qu'il y a des sons un peu honteux, tu vois? Je vais te dire, dans les derniers sons que j'ai écoutés, c'est sûr qu'il y en a un honteux. J'écoute un peu de musique classique. Hein. Ah ouais? C'est pas honteux. Ouais. Ça va. C'est pas honteux, non. Mais il fut un temps où j'habitais, c'était honteux. J'allais te dire. Non, j'ai pas de son honteux. Franchement, je te dis la vérité. J'écoute pas mal de musique. J'adore la musique Corsica. Ah, les polyphonies. J'adore ça. Ok, on va pas dire que c'est honteux parce que nos amis corses, on les respecte fort. Non, mais quand tu me vois au volant d'une voiture et d'un coup il y a Corsica, les mecs ils disent vraiment qu'est-ce que tu fais. Mais moi j'adore les musiques corses. Je trouve que ça se rapproche du rail un peu, tu sais, dans le son, et à la fois je trouve ça tellement beau. Je comprends rien, mais je trouve ça tellement beau. Genre ça me procure vraiment une émotion. Je trouve les musiques corses. J'adore ça. Je sais pas pourquoi. On vient d'apprendre un truc, merci. Voilà. Un son qui te rappelle ton enfance. Ou même un artiste peut-être qui te rappellerait... Un son qui me rappelle mon enfance, un artiste qui me rappelle mon enfance, moi c'est Cynic. Ah, je me suis tué à Cynic, une époque formidable. Malsa l'assassin. Ouais, t'as voulu clasher SNK. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'adore. Une époque formidable. Bien sûr, incroyable. Ça commence aux Ulysses en 1980. L'instru de ce morceau est folle en plus. Ah ouais, j'adore. Cynic, ça me rappelle beaucoup ma jeunesse. Après ma jeunesse un peu nostalgique, je me rappelle, il y avait une meuf, elle m'avait quitté, j'écoutais Lemar et Justin, Time to Grow. Yes. Vous vous rappelez de ça? Un mauvais jour qui se lève. Et j'allais au collège comme ça et tout. Putain, c'était fou. En tout cas, elle te faisait écouter des bons sons, hein, même si elle t'a fait de la peine. Ah, j'aurais envie de continuer, mais on arrive à la fin de cette heure ensemble. Voilà. Avant de se quitter, qu'est-ce qui t'attend en 2023 là? Écoute, j'espère que du bon, la santé avant tout, parce que je pense que c'est le plus important. Faut pas qu'on l'oublie. Hein, si on n'a pas la santé, on fait rien. Beaucoup de projets. On est en écriture, évidemment, de prochains films qu'on aimerait bien faire. Le spectacle et voilà, et un peu de radio aussi dans un groupe concurrent. J'ai cru qu'il allait dire ici, je prends ma place. Non, mais c'est bien, on va devenir confrères. Tu vas kiffer le micro, tu vas kiffer. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite.